Georges Naturel, monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour. Georges Naturel, vous êtes un homme politique calédonien, anti-indépendantiste, et vous avez été élu sénateur en septembre 2023, en même temps que le sénateur kanak et indépendantiste Robert Rowie. Avant cela, vous avez été maire de la commune de Doumbéa, dans la périphérie de Nouméa, pendant 15 ans, depuis 30 ans dans son conseil municipal. Une commune qui a été particulièrement touchée pendant les émeutes, avec plusieurs de ses quartiers qui ont été purement ravagés. En tant que Calédonien, en tant qu'habitant de Doumbéa et en tant que responsable politique, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti, ce que vous vous êtes dit au lancement des émeutes dans les jours qui ont suivi? Écoutez, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai vécu ça. Alors j'étais à Paris le 13 mai, je suis rentré en fin de semaine en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai vécu ça à la limite par des échanges téléphoniques ou en visio avec ma famille d'abord, bien sûr, et puis mes collègues élus du conseil municipal de Doumbéa. C'est avec beaucoup de tristesse parce que on a essayé pendant 15 ans avec mes équipes, les élus qui m'ont entouré pendant cette période, de construire quelque chose. On voulait vraiment construire cette commune en rapport avec ce qui avait été validé par les accords de Matignon et les accords de Nouméa. C'est une commune avec une mosaïque culturelle importante, donc c'est ça qu'on voulait valoriser. Et franchement, j'ai été triste et déçu de voir comment cela s'est terminé le 13 mai. J'aurais jamais imaginé autant de destruction. J'ai vécu personnellement les événements des années 80, donc pendant toute ma carrière politique, élu depuis 95 à Doumbéa, je disais souvent, il ne faut pas qu'on revive ça. Donc en tout cas, on a essayé, les uns et les autres, de construire cette société multiculturelle, en tout cas à Doumbéa, par le biais de l'animation de la jeunesse, c'est quelque chose d'important, du sport, de la culture, je pense un secteur qui est essentiel pour construire notre société. Donc voilà, j'ai été triste, il faudra reconstruire. C'est vrai que je suis allé dans tous les endroits de la commune. Il faudra reconstruire, mais il faudra reconstruire différemment. Donc je pense qu'on a fait des erreurs. Quand je dis on, c'est de manière générale, ces 30 dernières années. Donc il faudra peut-être repartir, je ne dis pas d'une feuille blanche, mais de ce qu'on a fait et surtout corriger ce qui a été mal fait pour pouvoir reconstruire cette société calédonienne. Dans quel état elle est la commune aujourd'hui? Ça se chiffre à combien les dégâts? Ça prendra combien de temps de reconstruire? Alors, les dégâts sont énormes pour une collectivité comme la commune. Le budget de cette année, par exemple, c'est 600 millions qu'il faudra réduire. Alors, il faudra couper. La crainte que nous avons, je suis toujours conseiller municipal, donc j'ai eu la chance d'assister à pratiquement tous les conseils municipaux depuis mon élection. Il faudra faire attention sur les coupes. En particulier, je pense qu'il y a un secteur sur lequel on doit être très vigilant, c'est le monde associatif. Notre communauté calédonienne, elle est très solidaire. Et on l'a vu pendant ces événements. Qu'on soit indépendantiste, européen, kanak, wallisien, je veux dire, on arrive à se retrouver en termes de solidarité. On le voit dans les quartiers en particulier, et ça se passe encore aujourd'hui. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'être vigilant à soutenir, le monde associatif en général, parce que c'est un maillon de la chaîne important dans notre structure de décision. On le voit, il y a un certain nombre d'associations, par exemple, qui s'occupent des personnes âgées, du handicap, qui vont avoir de grandes difficultés d'ici la fin de l'année. Donc, dans nos problèmes budgétaires, je crois que la priorité, c'est celle-là. Alors, dans les communes, on a une obligation au niveau de l'état civil, au niveau de l'administration, j'allais dire classique. Donc ça, c'est un service qu'il faut rendre à la population, mais être vigilant sur que ce service soit bien fait. Après, il y aura des investissements à faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la reconstruction, les investissements à faire, il y a urgence. On a une école à reconstruire, par exemple, il faut le faire parce qu'on a besoin d'accueillir les élèves. Ça, c'est un élément important de notre politique publique. Mais il ne faut pas le faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a des aménagements dans les quartiers qu'il faudra peut-être profiter pour les revoir. Alors, c'est pratiquement 1 milliard de travaux à réaliser. C'est énorme pour une commune comme Doumbéa. C'est 6 milliards de budget, la ville de Doumbéa. Mais c'est un travail qu'il faut qu'on fasse
en relation avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, hein, qui travaille sur son schéma de reconstruction, et l'État, bien sûr, puisque l'État participera au financement du fonctionnement de nos collectivités. Alors, je rappelle quand même que les communes sont des collectivités de l'État, donc on attend beaucoup d'un soutien de l'État en fonctionnement, voire après en investissement. Donc c'est tout le travail qu'on a à faire en ce moment, en tenant compte quand même de ce qui s'est passé et de ce qu'ont voulu exprimer nos populations. Alors les jeunes en particulier, mais pas que. Je pense que la société civile, elle a aussi, on le voit depuis 4 mois, elle a voulu exprimer quelque chose. Il faut en tenir compte pour la reconstruction à venir. Comment en est-on arrivé là? Comment est-ce qu'on fait pour provoquer une telle colère, un tel déchaînement de violence? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas anticiper le déferlement de 10 000 émeutiers sur une ville de 100 000 habitants? Alors, vous savez, moi je suis un homme public qui aime regarder de l'avant. Donc moi ce qui m'importe, c'est effectivement ce qu'on va faire dans les mois à venir, mais on ne peut pas regarder de l'avant si on ne tient pas compte de ce qui s'est passé derrière. C'est le cas de notre histoire hein, en Nouvelle-Calédonie, c'est le cas de l'histoire de Dambéa. On est en train de l'écrire en ce moment parce que je crois que beaucoup de gens qui viennent habiter dans la commune, d'où qu'ils viennent, doivent savoir hein, l'histoire de cette commune. Donc on est en train de le faire. Pendant 15 ans, maire de la commune, on s'est occupé en particulier de la jeunesse. Ça a été une de nos priorités, de la scolarité de nos enfants. Il y a 17 groupes scolaires, il y a 4 500 élèves en primaire, il y a 10 000 élèves scolarisés en tout à Dambéa, entre les écoles primaires, le collège et le lycée. Ça a été une de nos priorités, en tout cas le soutien au monde éducatif au général. Le soutien à la jeunesse, alors la jeunesse, je le disais tout à l'heure, par le biais d'animation, par le biais d'activités sportives, on a un monde associatif sportif très, très important, et puis culturel. Je crois que la culture, on la néglige de trop. C'est un élément important, je pense, de notre projet de société à venir. Donc on a fait tout ça. L'organisation institutionnelle, elle est ce qu'elle est en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Je ne vais pas en parler maintenant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, il y a des choses à revoir dans le fonctionnement de nos institutions. C'est très bien, aux accords de Matignon, on a privilégié, par exemple, l'organisation des provinces. Aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si c'est un élément du millefeuille institutionnel qui est indispensable pour construire notre société de demain. Je pense que les communes, en proximité avec les concitoyens, comprennent ce qui se passe sur le terrain. Et ces éléments-là, je peux vous le dire, avec en particulier la construction d'une zone d'aménagement importante, qui est la zone d'aménagement de Dambéa-sur-Mer, 650 hectares, je rappelle, c'est la plus grande zone d'aménagement urbaine de France, où on a décidé à un moment donné de produire 6 500 logements en 2007, c'est-à-dire à peu près 20 000 habitants, alors qu'il y avait 18 000 habitants à Dambéa. C'est-à-dire qu'en 2007, la province sud a décidé de doubler la population de Dambéa. Et on n'y a pas mis les moyens. On a construit des logements, on a aménagé un certain nombre d'espaces urbains sans tenir compte effectivement de l'accompagnement ou de l'accueil des populations, quelles qu'elles soient, jeunes, moins jeunes. Donc on a essayé de faire ce travail au niveau de la commune avec les moyens dont on disposait. Donc on l'a vu venir. On l'a vu venir sur le terrain, on a fait beaucoup d'enquêtes, de travail auprès de la jeunesse. J'ai alerté, enfin on a alerté beaucoup de monde, que ce soit du gouvernement, de la province, voire de l'État, sur la situation explosive qu'il y avait dans certains de nos quartiers, en particulier avec une concentration peut-être de logements sociaux en particulier. Donc c'est à Dambéa, je pense, c'est la commune qui s'est le plus développée pendant les accords de Nouméa, mais c'est la commune aussi où peut-être on n'a pas fait ce qu'il fallait. Alors il y a quelques éléments qu'on a vécu par le passé, par exemple à Nouméa, dans des quartiers comme Tadiou, Moravel, voire Tubon, quelques-uns au Mont-d'Or ou à Païta. Donc c'est cette politique de production de logement social, alors qui est une compétence de la province sud, qu'on n'a pas su peut-être traiter avec aussi, enfin, en prenant en compte l'aspiration des populations. C'est pas tout de construire un logement, de mettre quelqu'un dans un logement, c'est l'environnement qui est important. Qu'est-ce qu'on met comme équipement public, qu'est-ce qu'on met comme aménagement?
et le faire en fonction de la culture ou de la manière de vie de nos populations. Je pense qu'on a fait quelques erreurs de ce type, donc il faudra les revoir. On le voit bien, les opérateurs sociaux sont dans de très grandes difficultés aujourd'hui. C'est un sujet essentiel. C'est un des sujets qu'il faudra traiter rapidement parce que ça peut être une explosion sociale supplémentaire à venir. Alors après, il y a la jeunesse. Dans l'explosion, on parle beaucoup. Moi, le 14 et 15 mai, j'étais à Paris, j'ai été interviewé dans différentes radios. Je n'ai jamais parlé de gel du corps électoral ou des sujets de décolonisation ou pas. J'ai parlé du problème de notre jeunesse en Nouvelle-Calédonie. On a cette chance extraordinaire d'avoir une population très jeune. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant toute cette période pour l'accompagner? Alors quand je dis les jeunes, c'est les jeunes de 30-40 ans qui sont nés au moment des accords, des accords de Matignon, et puis c'est les jeunes qui sont adolescents et qui ont une vingtaine d'années. Donc on a deux catégories, je pense, dans nos populations qu'on n'a peut-être pas suffisamment écoutées. Et ça, je l'ai dit, au moment du deuxième, du troisième référendum, je pense qu'on en a dit qu'il fallait s'intéresser, échanger avec cette partie de la population. Donc il y a eu une révolte qui s'est passée, parce qu'effectivement, il y a de l'échec scolaire, il y a pratiquement 1000 élèves qui sortent du système scolaire. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Il y a peut-être, quand les jeunesses, ces jeunes-là, ils ont besoin de s'inscrire sur un projet à terme. Je rencontre des jeunes Calédoniens étudiants aujourd'hui dans l'Hexagone. Ils n'ont pas de perspective pour retourner sur le territoire. C'est un gâchis. On a beaucoup de matière grise de jeunes Calédoniens aujourd'hui dans l'Hexagone ou ailleurs qui ne reviennent pas sur le territoire. Notre rôle, c'est de les accueillir. On a besoin d'eux pour construire cette société. Donc c'est effectivement essentiel de se préoccuper. Alors, c'est pas facile, je ne veux pas dire que c'est simple, mais en tout cas, on a peut-être négligé ça en contrepartie, peut-être, de construction. Alors, il y a eu des moyens de déverser en Nouvelle-Calédonie pour construire des équipements publics qu'on a du mal à gérer aujourd'hui, puisqu'on n'a pas les moyens de les faire fonctionner, au détriment d'un vrai projet de société. Je veux dire, l'accord de Nouméa, un de ses objectifs, c'était de construire ce destin commun, cette société calédonienne. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'on a échoué. Mais quel qu'on soit indépendantiste, qu'on soit non indépendantiste, qu'on soit maire, qu'on soit élu provinciaux ou élu au Congrès, enfin bref, on a échoué. Donc il va falloir, là, c'est essentiel. Je vois qu'il y a beaucoup de collectifs qui se mettent en place pour faire ce travail sur le terrain. C'est très bien, cette écoute sur le terrain. Il faut qu'ils le fassent, la société civile doit le faire. À un moment donné, il va falloir que nous, élus politiques, on en tienne compte. Et dans nos stratégies à venir, il va falloir tenir compte de cette attente de nos populations. Et qui mieux que les maires puissent le faire. Genre, les élus municipaux, ils sont au contact des populations, donc régulièrement, je peux vous dire qu'on a alerté les élus au Congrès, l'État, sur la situation qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie. L'autre élément, et ça je vais le dire, mais je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, mais je pense que ça a été aussi un élément important dans ce qu'on a vécu, c'est qu'effectivement, et c'est un discours que j'ai tenu dans le cadre de ma campagne sénatoriale, on était en position de deux blocs, avec des discours clivants, d'un côté comme de l'autre. La Calédonie, c'est un pays de consensus, je pense qu'on doit se mettre autour de la table, écouter l'autre, le comprendre et pouvoir trouver le chemin médian qui nous permette de construire les choses. C'est pas ce qu'on a vécu depuis 2 ans et demi. Il y a eu régulièrement des communiqués de presse de chaque côté, et je pense que ça a apporté aussi un élément supplémentaire dans ce qu'on a vécu le 13 mai. Le clivage politique crescendo qu'on vit depuis à peu près le 2e référendum, ça a contribué à cette montée des tensions? Effectivement, alors bon, je vais le dire comme ça, mais je pense que le gouvernement national n'a pas su comprendre, je veux dire, analyser au mieux ce qui se passait et comment dire. En Calédonie, moi j'ai entendu dire il y a 2 ans, le corps électoral, on va le passer en force. Ça ne se fait jamais en Nouvelle-Calédonie. On est un pays de consensus. On n'en passe jamais rien en force. C'est le meilleur moyen d'en arriver à ce qu'on a vécu le 13 mai.
L'autre difficulté qu'on a, et je le vis depuis un an, hein, mais bien avant, lorsque j'étais maire déjà, je pense qu'on dans l'Hexagone, hein, les collaborateurs, les élus, on en trouve de moins en moins qui ont cette appétence pour l'outre-mer en général, à la Nouvelle-Calédonie en particulier. Donc des connaisseurs de l'outre-mer et du dossier calédonien dans les exécutifs aujourd'hui, hein, dans les cabinets ministériels, dans les assemblées, on n'en trouve plus beaucoup. Au Sénat, je trouve que, et Gérard Larcher le premier, hein, suit presque tous les jours le dossier calédonien. Il y a quelques sénateurs, de manière transpartisane, hein, qui suivent le dossier calédonien. Donc c'est pour ça que je milite, moi, depuis un moment, pour que le Sénat prenne en main aussi ce dossier politique qui est ce dossier de la Nouvelle-Calédonie. Et puis je crois savoir que ça viendra. On va attendre la mise en place du futur gouvernement pour le voir. Mais en tout cas, c'est essentiel que les deux assemblées trouvent des ressources et des élus qui ont une appétence pour l'outre-mer en général. Parce que c'est le problème aujourd'hui, il y a tellement de dossiers importants, que ce soit budgétaires, des problèmes de sécurité, d'immigration dans l'Hexagone, que l'outre-mer n'en est pas considéré, je pense, au niveau où on devrait l'être. Parce que, bon, en tout cas, moi je défends les outre-mer. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui font qu'il va falloir, j'espère, on attend la mise en place du nouveau gouvernement. C'est le message que j'essaierai de faire passer aux prochains membres du gouvernement national. Récemment, aux côtés des autres parlementaires calédoniens, vous avez rencontré le président et vous lui avez dit qu'il faudrait un plan Marshall sur plusieurs années pour reconstruire le pays. Quel est votre sentiment? Est-ce que l'État se soucie suffisamment de la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on est une priorité? Et aussi, justement, comment va se gérer le dossier désormais? On entend dire que le dossier pourrait se gérer directement entre l'Élysée, le Sénat et l'Assemblée. Ça vous semblerait, si j'ai bien compris, une bonne option plutôt que de le remettre comme traditionnellement au gouvernement à Matignon, vu que c'est un peu fluctuant politiquement? Alors, un élément essentiel pour la suite, hein. Je pense qu'il y a un gouvernement qui va mettre en place, ce qui me paraît logique, c'est le Premier ministre et la main sur le dossier. Vous aimeriez que le dossier retourne le dossier, le premier, après, Michel Barnier, qu'on connaît un petit peu, avec son mode de fonctionnement, son écoute, un nombre de dialogues, je pense qu'il saura le faire en partenariat avec les deux assemblées, c'est essentiel, et aussi avec le président de la République qui, depuis 2-3 mois, gère le dossier. Parce qu'il y a quelque chose qui, dans notre affaire, a été catastrophique, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé, à partir de ce moment-là, son gouvernement ou un gouvernement qui gérait les affaires courantes sans perspective. Ouais. Donc moi j'attends avec impatience la mise en place du gouvernement et la nomination d'un vrai ministre de l'Outre-mer, ça c'est important, et qui devra travailler après, bien sûr, en relation avec l'Élysée, c'est évident, mais aussi avec les deux assemblées. Mais le pilote, pour moi le pilote, ça doit être le Premier ministre, le pilote de cette opération, et Michel Barnier l'a dit, hein, dans son action, alors il y a plein de dossiers essentiels. Le premier, ça va être le budget, bien sûr. On aura à préparer le budget de la nation. Et ça va nous concerner aussi indirectement, mais aussi le dossier calédonien. Donc c'est les deux dossiers qu'il aura sur le haut de la pile. Et nous, effectivement, dans le cadre de la reconstruction, parce qu'il faudra des moyens. Alors, quand je dis reconstruction, il y a l'urgence de cette année, hein, l'urgence sociale, le chômage, enfin il y a un certain nombre d'éléments importants. Il faudra que l'État nous accompagne pour finir l'année 2024, mais après il faudra effectivement des moyens pour la reconstruction qui va se faire sur 5-10 ans. Donc mais ce projet de reconstruction, on ne peut pas le faire si au préalable on n'a pas défini quelle société on veut construire. C'est comme quand on construit, que ce soit une case ou une maison, les fondations sont importantes avant de monter les murs ou de mettre la flèche faîtière. Alors vous dites aussi qu'il faut construire un nouveau modèle de société. Alors si on met complètement de côté, mais vraiment complètement de côté, la question de l'indépendance, et qu'on en revient justement à des enjeux un peu plus sociaux, quand vous dites un nouveau modèle de société, vous pensez à quoi? Je vous donne quelques pistes, hein, parce que vous êtes notre 27e invité dans l'émission et aussi le premier responsable politique. Je vous remonte un petit peu tout ce qu'on nous a dit, parce qu'on nous a énormément parlé d'inégalité. On nous a parlé d'une crise sociale, sociétale en premier lieu,
que ce soit les responsables du monde associatif, artistique, économique, hein. Les patrons, les premiers, nous disent on a un énorme enjeu de ce côté-là, les journalistes également. Quand on a un PIB proche de celui de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, hein, bien supérieur à tous les pays de l'arc mélanésien, et que pour autant on a des écarts de richesse proches d'un pays du tiers-monde, 50 000 personnes sous le seuil de pauvreté avant cette crise, des inégalités criantes en termes de diplômes, surtout pour des diplômes supérieurs, 8% des Kanaks et des Australiens de manière générale, contre 37% des non-Kanaks, des inégalités qu'on peut superposer aux inégalités également à l'embauche, des fonctionnaires payés le double de leurs collègues métropolitains quand on a un salaire minimum 25% moins élevé qu'en métropole, tout en ayant des prix alimentaires 70% plus élevés. Pour le dire autrement, une structure oligopolistique dans laquelle l'économie repose toujours sur quelques grandes familles ou groupes locaux qui contrôlent le commerce, la distribution, les mines, les transports, la banque, les assurances, l'agroalimentaire ou l'immobilier. Comment est-ce qu'on fait pour véritablement reconstruire un modèle de société plus égal, plus égalitaire, plus juste en Nouvelle-Calédonie? Alors c'est indispensable et essentiel. Je pense qu'il faut que tout le monde se le dise. Alors je trouve que la grosse majorité de nos concitoyens, et même, vous l'avez dit vous-même, un certain chef d'entreprise avec qui j'échange, comprennent ça. Je veux dire, on n'a pas réussi, effectivement, à réduire ces inégalités. Il y a eu de l'argent qui a été déversé énormément. Alors, ça a profité à certains, c'est sûr, et je ne dis pas toujours les mêmes, mais enfin, certains. Aujourd'hui, on le voit, les populations qui vivent avec le minimum, mais ils vont être dans une vraie difficulté dans les mois qui viennent, ça va être catastrophique. Alors, on a quand même une résilience en Nouvelle-Calédonie. Il faut différencier ce qui se vit dans l'agglomération de ce qui se vit dans l'intérieur. Je pense que dans l'intérieur, ou en brousse, comme on dit, voire aux îles, on peut se débrouiller, on peut continuer à vivre ou à survivre, ça dépend comment on l'exprime, mais où ça va être compliqué, c'est dans l'agglomération. D'ailleurs, on va avoir une crise sanitaire, d'abord ça arrive, et puis une crise humanitaire importante qu'il faudra gérer. Donc ça, il faut vraiment qu'on le mette sur la table. Et dans la reconstruction, et en particulier la reconstruction sociale, le projet de société sociale et économique, il faudra en tenir compte. Je veux dire, il faudra répartir la richesse. Alors, quand je dis ça, moi, je ne suis pas un adepte de l'assistanat. Il y a eu des réformes, j'ai changé le minimum retraite, le minimum vieillesse, l'aide au logement. Enfin, je peux en lister plusieurs comme ça, des réformes, mais le résultat, aujourd'hui, il n'est pas, il faut reconnaître, il n'est pas criant de toutes ces réformes. Donc, il faut que les Calédoniens, quels qu'ils soient, se prennent en charge. Et qu'on aborde, on parlait du monde associatif, qu'on aborde cette solidarité vraiment de manière importante. Alors, c'est des débats qu'on doit avoir au niveau politique, bien sûr, mais aussi après, aujourd'hui, c'est au Congrès ou au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on le voit bien. Depuis quelques années, il n'y a aucune réforme qui passe, alors qu'elles sont indispensables. L'État, et je comprends l'État aujourd'hui, ils veulent bien nous aider pour la reconstruction, mais à condition qu'on fasse des réformes. Vous me direz, c'est la même chose en métropole. Financièrement, on est aussi dans ce cadre parce que les réformes n'ont pas été faites, que ce soit au niveau social ou ailleurs. Donc il va falloir faire ces réformes. Elles vont faire mal. Je veux dire, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais en tout cas, peut-être qu'on a quand je dis un niveau de vie, ou certains ont un niveau de vie qu'il va falloir peut-être revoir. Je veux dire, il faudra qu'on ait une solidarité et un partage, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre avec ces écarts importants au niveau de mode de vie. Donc là, je suis convaincu, ce n'est pas facile. C'est des réformes qu'il faudra faire accepter. Après, la grande difficulté, c'est qu'il faut faire attention, parce que on a des investisseurs, on a des chefs d'entreprise, on a des gens qui ont envie de s'investir en Nouvelle-Calédonie avec des moyens. Il ne faudra pas leur faire peur non plus. Donc il faudra effectivement trouver le juste milieu entre garder des gens qui ont des moyens pour investir, parce que c'est en créant de l'économie, du travail, qu'on arrive à trouver des ressources pour nos populations. Si on n'arrive pas à développer... Alors, on peut parler du problème du nickel, mais en tout cas, l'agriculture, les entreprises de transformation en Nouvelle-Calédonie pour créer de l'emploi, ça va être très compliqué pour les années à venir. Donc, il faudra être très vigilant. C'est un équilibre qu'il faudra faire entre les deux.
Parce que le défi, il est immense, il ne date pas d'hier, je veux dire. Bien sûr. Si on reprend, je ne sais pas, si on reprend par exemple le débat du second tour Chirac-Mitterrand, il y a de ça 40 ans, on a déjà François Mitterrand qui dénonce que des fortunes immenses se construisent face à la pire des pauvretés. Ça a peu changé. 6 000 personnes qui vivent dans des bidonvilles autour de Nouméa, tandis qu'on a quelques quartiers extrêmement privilégiés avec des salaires qui défient l'imagination. Après, je suis d'accord sur cette approche, mais j'ai aussi une autre approche complémentaire. On a créé les provinces, les 3 provinces, donc 2 provinces indépendantistes, province Nord, province Île, et la province Sud. L'objectif, un des objectifs de rééquilibrage, c'était de développer les 2 autres provinces. Donc, faisons le bilan, moi je n'ai pas de souci, il faut qu'on mette sur la table le bilan. Si beaucoup de ces populations sont venues dans l'agglomération, c'est parce qu'on n'a pas su les maintenir en province Nord, en province Île. Donc, je veux dire, ce sont des exécutifs indépendantistes qui avaient la main en province Nord, qui ont toujours la main du reste en province Nord et en province Île. Pourquoi ils n'ont pas réussi à créer du développement, à maintenir leur population dans les tribus ou dans les activités? Alors que ces populations, elles sont venues, effectivement, s'agglomérer dans l'agglomération de Nouméa, parfois sans emploi, enfin je veux dire avec des difficultés. Donc on a la province Sud, elle a pendant toute cette période effectivement accueilli des populations de province Nord et province Sud. Je peux donner l'exemple de Dambéa, où c'est la plus grande tribu du territoire. Il y a plus de gens de Lifou à Dambéa qu'à Lifou. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut admettre. Je veux dire, à un moment donné, il faut que nos jeunes, quels qu'ils soient, s'inscrivent dans un développement. Et on peut parler du comportement mélanésien, en particulier au Kanak. Ils ne vivent plus en tribu. Comment ils passent d'une vie en tribu à une vie en zone urbaine? Ça, c'est des sujets qu'il faut essayer d'analyser et de débattre. Bon, je n'ai pas de souci là-dessus. Quand on est dans une zone urbaine de l'agglomération, il y a des règles. Il y a des règles de vie à adopter et qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on se trouve, je ne sais pas moi, à Oué ou à Wengoni. Je veux dire, c'est un petit peu le message que j'essaie de faire passer souvent. Donc voilà, il n'y a pas que effectivement, dans la province Sud, il y a une certaine partie de la population qui s'est enrichie, on va dire des choses comme ça. Mais l'autre difficulté, c'est de savoir pourquoi les exécutifs qui ont été en province Nord et en province Île n'ont pas su développer et retenir leur population dans ces provinces. Il faut qu'on mette ça sur la table. Chacun devra se remettre en question pour construire ce nouveau modèle. Exactement. Pour réussir à se rencontrer. Et là où c'est important, c'est qu'il faut qu'on ait ce débat, parce que, ça connaissait mon message, c'est que la Nouvelle-Calédonie, elle est une, donc il faudra effectivement qu'on ait ce débat de manière globale, entre Calédoniens, qu'on soit de province Nord, de la province Île ou de la province Sud. Oui, il ne s'agirait pas de sanctuariser les différences. À l'origine des émeutes, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette fameuse réforme pour le dégel du corps électoral qui devait permettre à 25 000 personnes d'obtenir le droit de vote pour les élections locales. C'est un projet que vous avez soutenu? Alors, et pourquoi? Au fond de moi-même, et c'est pareil, des échanges que j'ai eus pendant la campagne des élections, sénatoriales, on a pris le problème par le mauvais bout. Il a fallu que j'explique ici à mes collègues qu'il fallait un corps électoral spécial en Nouvelle-Calédonie. Déjà, c'est difficile à comprendre dans l'Hexagone ou là où on va faire voter les étrangers dans certaines structures. Donc il y a une spécificité calédonienne aujourd'hui qui nous impose à avoir ce corps électoral spécial. Il fallait le revoir, ça fait partie aussi juridiquement des éléments, sauf qu'on ne l'a pas traité, je trouve, avec les bons moyens. La priorité, je parlais tout à l'heure de construire une société calédonienne. Quand je dis ça, c'est que derrière, il y a une citoyenneté calédonienne qui doit se créer. Et le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut comme citoyenneté calédonienne. Il y a eu des travaux de fait. C'est quoi être citoyen calédonien? C'est quoi être citoyen calédonien? Pour le moment, c'est juste un droit de vote. Pour le moment, c'est un droit de vote et emploi local. Je parlerai après de l'emploi local. C'est les deux sujets qui existent. Donc, qu'est-ce qu'on entend par citoyenneté calédonienne? Et forcément derrière, il y a ce corps électoral spécial qui est réservé aux citoyens calédoniens. Mais là, on définit un corps électoraliste, j'allais dire, qui a été mis en place pour cette réforme, on l'a bien vu.
Bon, après, moi, je l'ai dit tout ça dans les débats. On a essayé au Sénat de repousser les choses le plus loin possible, et ben là, jusqu'au 15 décembre pour les élections provinciales, en se disant, parce que tout le monde nous racontait qu'il y avait un accord qui était sur le point d'aboutir. Oui. Donc, voilà. Mais quel accord? J'en sais rien. Donc, vous ne savez pas? Non, ben non. Ah. Donc, moi, je n'ai pas été associé à ces débats sur un accord. Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas ce qu'il y avait dans cet accord. Donc, beaucoup nous disaient qu'il y avait un accord qui était éminent, donc on attendait cet accord. Et nous, au Sénat, on s'est dit, effectivement, on va tout faire pour que l'accord aboutisse, pour après réformer le corps électoral. Sauf que l'accord, il n'a pas vu le jour. Le corps électoral qui avait été proposé, enfin, la réforme constitutionnelle qui a été proposée par le gouvernement, elle est passée à la majorité au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est navrant parce que je pense que ce n'est pas la bonne méthode, c'était pas la bonne méthode pour trouver un consensus au niveau calédonien. En dehors de tous les autres sujets dont on a parlé, la problématique de la jeunesse, parce que je crois qu'il ne faut pas tout, comment dire, la réforme constitutionnelle, c'est un élément déclenchant, c'est peut-être l'allumette qui a mis le feu, mais le feu, il était déjà tout prêt, quoi. Donc voilà, beaucoup ont utilisé effectivement cette réforme constitutionnelle pour mettre le feu aux poudres. Le feu aux poudres. Mais bon, c'est pas que ça. C'est un élément déclenchant, effectivement, mais il y a tout le reste dont on a parlé tout à l'heure qui est aussi important. Donc, attends, et là, ça va être le vrai sujet du moment, hein. D'abord, de toute façon, savoir si on tient les élections provinciales avant le 15 décembre ou si on doit les reporter comme c'est proposé par le Conseil d'État jusqu'à la limite du mois de novembre l'année prochaine, première question. Et deuxième, effectivement, avec quel corps électoral? Oui. Votre avis à vous, justement, est-ce qu'il faut les reporter, ces élections? On est... je vais donner même si, dans le débat qu'on a eu sur la loi organique qui reportait les élections, j'avais dit qu'il fallait les organiser le plus rapidement possible cette année parce qu'on a besoin de renouvellement au niveau des élus calédoniens. Donc, j'aurais souhaité, effectivement, qu'il y ait des élections provinciales cette année. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le 13 mai, bien sûr, la problématique économique. On a vu ce qui s'est passé dans le cadre de la campagne des élections législatives. Ce n'était pas une campagne sur des projets, c'était effectivement, encore une fois, un 4e référendum, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, aujourd'hui, si on devait organiser les élections provinciales avant le 15 décembre, donc déjà, il y a l'aspect, j'allais dire, logistique. Il faut revoir la liste électorale, enfin bref. Sur quelle liste électorale d'abord, l'organiser avant le 15 décembre, et puis les conditions ne sont pas, je veux dire, ne sont pas idéales pour faire une campagne électorale de projet, parce que cette élection provinciale, ça doit vraiment être une campagne électorale où on va défendre des projets de société, des projets, et je ne suis pas convaincu qu'à l'heure où on parle, avec tous les problèmes économiques qu'on soit prêt, nos concitoyens soient prêts à entendre ces discours-là, bien au contraire. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense que ce n'est pas raisonnable d'organiser les élections provinciales cette année. Alors, vous avez abordé le sujet, justement, je voulais y venir avec vous. Début juillet, donc au second tour des élections législatives, 10 000 voix supplémentaires se sont exprimées en faveur des candidats indépendantistes. Qu'est-ce que ça signifie selon vous? Alors après, on peut l'analyser, il faut pas l'analyser brutalement. Bon, pendant 15 ans, en tant que maire et puis élus municipaux, le corps électoral, on sait comment il fonctionne. Il y a plusieurs choses, je crois, qu'il faut dire. Les indépendantistes sont mobilisés. Je pense qu'Emmanuel Tjibaou, sur le terrain, il a eu un discours, il a réussi à mobiliser les électeurs, les jeunes en particulier, je pense les électeurs de proximité. Certains abordent le sujet, mais ça, c'est à l'État de le traiter sur des malversations pendant les élections ou autres. Bon, ça, c'est le discours habituel qu'on entend dans les élections en Nouvelle-Calédonie. On est un territoire tellement étendu avec des particuliers. Tant qu'on n'aura pas une élection électronique, enfin un vote électronique, on ne pourra pas régler totalement cette problématique. La deuxième, mais je crois qu'il faut aussi l'intégrer,
c'est effectivement que, après il faut regarder comment les non-indépendantistes ont préparé cette campagne électorale, ont désigné leurs candidats. C'est sûr que la désignation a été très courte. Emmanuel Tjibaou, il a été désigné pratiquement la veille du dépôt, alors que les non-indépendantistes... Il s'est autodésigné presque. Oui, c'est autodésigné, ouais. Mais les non-indépendantistes avaient préparé peut-être que les candidats ou le fait que Nicolas Mesdorf passe de la deuxième à la première, tout ça, ça n'a pas été appréhendé de manière équitable par tout le monde. Il faut se dire les choses. L'autre point, c'est que quand même, on était dans une situation encore insécuritaire en termes de déplacement. Donc il y a eu de la peur des élus, je pense, des électeurs non indépendantistes qui ne sont pas venus voter. Et puis après, je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des gens qui sont partis de Nouvelle-Calédonie quand même, des électeurs, qui n'ont pas eu le temps de réaliser leur procuration du fait de la... Donc, bon, 10 000 voix de plus, c'est le constat qu'on fait. Les indépendantistes sont mobilisés. Je pense que les non-indépendantistes n'ont pas mobilisé aussi bien que les indépendantistes. Mais en tout cas, le message est important. Alors, au Sénat, on a aujourd'hui les deux législateurs. En Nouvelle-Calédonie, on voit les référendums, c'est du 50-50. Hein, les deux premiers référendums, je parle toujours. Donc aujourd'hui, qu'on ait les deux légitimités au Sénat et les deux légitimités à l'Assemblée nationale, ça me paraît normal. Moi, j'espère simplement que, à nous quatre, hein, on pourra aborder le dossier calédonien dans le cadre de l'intérêt général. Et en tout cas, c'est ce que je m'efforce de faire avec mes trois autres collègues, de temps en temps, hein, d'être unis. Et ça a été le cas lorsqu'on a rencontré le président de la République au mois de juillet, parce que je pense que les Calédoniens attendent ça de nous. Donc, qu'on soit avec indépendantistes ou pas, je pense que c'est l'intérêt de nos concitoyens qui prime. Après, on parlera de l'avenir institutionnel, mais moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'essaie de faire, c'est que ça rende service à nos populations. Je ne fais pas ça pour une gloriole d'élu ou un poste quel qu'il soit. Je vous pose la question sur les législatives parce que j'ai un peu l'impression que c'est supposé quand même... c'est supposé un peu pousser le camp loyaliste à penser contre lui-même. Je m'explique, hein, on a fait toute cette histoire de dégel du corps électoral en partant du principe que ces 25 000 électeurs exclus du droit de vote seraient une réserve favorable à la cause de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Et finalement, ce résultat. Et je pense que je suis plutôt bien placé pour en parler. Je fais partie de ces gens qui sont installés depuis plus de 15 ans en Nouvelle-Calédonie, concernés par ce droit de vote. Objectivement, mais tout dépend de la définition qu'on donne au mot patriote, mais je pense pouvoir me définir un peu, en tout cas, comme tel. Et donc, je vois bien autour de moi les réflexions qui se sont faites. Déjà d'une, avant de nous appeler dans ce corps électoral, on aurait aimé que vous régliez ça bien de votre côté, entre vous, ce qui n'a pas été le cas. Et ensuite, je vois chez beaucoup de gens un peu comme moi, dans ma condition, qui soit sont allés voter pour un élu indépendantiste, soit ne sont juste pas allés voter. En gros, pour le schématiser comme ça, moi, je l'ai un peu ressenti, ce résultat, quand même au lendemain d'une action incroyablement violente, et malgré tout victorieuse pour le camp indépendantiste. Ça ne voulait pas tant dire « vive l'indépendance » qu'adresser un message aux camps loyalistes pour leur dire « votre méthode n'est pas la bonne ». Est-ce que ça, vous l'entendez? Effectivement, je crois que mon élection, déjà, c'était un message important il y a un an. Hein. Mon élection, je veux dire, beaucoup ne l'ont pas compris, le message qu'ont passé quand même les grands électeurs, c'est pas rien. Là, c'est des grands électeurs hein, qui m'ont élu au premier tour comme sénateur, avec le message que j'avais porté et le message qu'on a porté avec Robert Rowy. Donc ce message-là, il a été déjà envoyé il y a un an, hein, et il n'a pas été compris. Le dégel du corps électoral, on va se dire les choses, c'est un sujet électoraliste. C'est que une partie, je veux bien dire une partie quand même, pas tous, une partie des non-indépendantistes pensaient qu'en se battant pour ce dégel du corps électoral, ils allaient obtenir le plus de voix possible aux élections provinciales. Enfin, bon, ils étaient tous en campagne électorale, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde était en campagne électorale, mais c'était par ce biais-là. Alors que
je pense qu'on n'a pas appréhendé les choses de manière plus précise. Quand je parlais tout à l'heure de la citoyenneté, par exemple. On le voit aujourd'hui, moi aussi j'ai des amis qui n'ont pas le droit de vote et qui me disent tout ça pour un droit de vote. Ce qui est arrivé, tout ça pour un droit de vote. Moi je paye des impôts, je m'investis en Nouvelle-Calédonie. Effectivement, ça me paraît très logique que je puisse participer d'une manière ou d'une autre à la vie de la cité, à la vie de la cité calédonienne. C'est pour ça qu'il faut qu'on définisse précisément ce qu'on entend par citoyen calédonien avant toute chose. Et je pense que les indépendantistes aussi sont prêts à aborder ce sujet-là. Mais on a pris le problème, encore une fois, par le mauvais bout et de manière forcée. Il faut le revoir, ce corps électoral, de toute façon. Mais il faut le revoir, peut-être en le prenant, vraiment à la base. Et on le voit, le résultat. Je suis d'accord avec vous, il y en a qui ne sont pas allés voter parce que, effectivement, c'est le contexte général qui fait qu'ils ne sont pas allés voter, ou alors... Effectivement, il y en a peut-être qui ont basculé, qui ont voté juste par, comme ça se passe au niveau national. Hein. À un moment donné, c'est un vote, c'est pas un vote pour un projet, mais c'est un vote contre quelque chose. Absolument. Et c'est ce qui s'est passé pour les élections législatives, je pense aussi, en Nouvelle-Calédonie. Vous parlez de faire une... Parce que j'aurais pu vous... Mais vous avez déjà répondu, je trouve, en partie à ça, parce que vous avez dit dans la presse l'objectif, alors c'était avant hein, les élections législatives, mais l'objectif c'est d'essayer de tracer un destin en fonction des résultats des référendums. Moi j'aimerais juste comprendre ce que vous dites, parce que quand vous dites ça, vous dites parce qu'on les a gagnés 3 fois et que du coup la question ne se pose même pas, ou est-ce que vous le dites quand vous dites tenir en compte le résultat des référendums, c'est justement en prenant en compte que ça a été extrêmement serré, extrêmement clivant, que le peuple premier concerné a fait le plein de voix à chaque fois qu'il a participé du moins, et que si en plus de ça on prend en compte les élections législatives là, de juillet, véritablement on est totalement, on peut le dire, à 50-50. Donc il faut, quand vous dites prendre en compte tous ces résultats, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie qu'il faut, effectivement, c'est pas simplement le gagner, même à 0,1%. C'est qu'effectivement, en Nouvelle-Calédonie, et puis on le vit, hein, c'est pas nouveau, on le vit depuis longtemps, il y a un équilibre entre les deux catégories de population. Alors après, je crois qu'il faut pas négliger les choses. Je pense qu'il y a des gens qui votent oui à l'indépendance, mais après, dans le mot oui à l'indépendance, il y a plusieurs oui. Et c'est ça, le oui, j'entends parler du nous, mais effectivement, comment... Il y a plusieurs noms aussi, j'imagine. Hein? Il y a plusieurs noms à l'indépendance. Hein, il y a plusieurs noms à l'indépendance aussi. Mais donc, il faut qu'on arrive, effectivement, c'est pas ce clivage oui et non, ça, c'est ce qui aussi nous a amenés dans ce mur qu'on vit aujourd'hui. Mais il y a indiscutablement... obligation à ce qu'on se mette autour de la table pour discuter sérieusement, encore une fois, de ce projet de société qu'on veut. C'est-à-dire comment on veut construire la société calédonienne. Mais ça, il n'y a que les Calédoniens qui peuvent le dire. Ce n'est pas l'État français, ce ne sont pas les élus, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui vont nous l'imposer. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur propose notre projet de société. Ils le valideront, j'en suis convaincu. Ensuite, il faudra effectivement qu'on définisse, parce que on a une culture française, je suis sûr que les indépendantistes, ce n'est pas couper le lien avec la France qu'ils veulent, mais c'est comment on définit le lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France. On est à l'autre bout du monde, c'est pas valable pour la Polynésie française, c'est valable pour Wallis-et-Futuna. Je pense qu'on a un besoin d'autonomie, hein, mais à nous après d'être responsables pour gérer cette autonomie. On a besoin aussi peut-être d'un rayonnement régional. Ça, c'est un sujet essentiel que j'aborde souvent ici au Sénat. La Nouvelle-Calédonie, elle est inscrite dans son environnement et elle aspire, on aspire tous à avoir des relations au niveau régional. Donc c'est ce lien avec la France qu'il faut qu'on définisse sérieusement. Mais vous savez, ce débat-là, on l'a pour tous les Outre-mer, hein, qu'on soit dans l'Atlantique, dans l'océan Indien. Moi, je travaille à la délégation Outre-mer. Bon, il est peut-être très clivant en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est comme ça, mais cette aspiration, elle est un peu partout.
c'est toute la difficulté du comportement, alors je vais utiliser un gros mot peut-être, hein, qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, du comportement colonial. Mais quand je dis comportement colonial, ce n'est pas une colonisation, c'est un état d'esprit colonial. C'est-à-dire que, et c'est pareil dans l'Hexagone, hein, vous avez des régions, ils en ont marre hein, que ce soit Paris qui décide pour eux. Et on est ici dans les territoires. Nous, à un moment donné, chacun, en proximité, qu'on soit maire ou conseiller régional au niveau de l'Hexagone, on aime bien décider pour nos populations. C'est pareil. Et là, c'est encore plus parce qu'on est à l'autre bout du monde et dans un contexte régional important. Donc, c'est vraiment ce débat-là qu'on n'arrive pas à avoir au niveau national et qu'on n'arrive pas à avoir entre nous en Nouvelle-Calédonie. Mais après, il faut qu'on soit responsable. Hein. Vous savez, il y a eu des transferts de compétences. Je vais vous en donner un exemple concret d'une compétence qui a été transférée en 2013, le droit civil. Et c'est vraiment un vrai débat qu'on doit avoir. On a aujourd'hui deux droits civils, hein, droit civil particulier, droit civil le nôtre. Le débat qu'on a eu au Congrès, j'étais élu au Congrès à cette époque, c'était de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces deux droits civils. On a la compétence aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des passerelles à faire entre les deux? Il y a du bon dans les deux, hein. Je veux dire, il y a des choses à avoir. Est-ce qu'on se donne une perspective de convergence, hein, comme Napoléon l'a fait au niveau national? Et qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans, quoi? Rien. On n'a jamais eu ce débat. Et c'est peut-être ça aussi, c'est un élément essentiel. Quand on parle de construire une société, voilà, on a ces deux droits civils là qui, faut pas que, soit elles vont vivre en parallèle pendant des années, soit on essaie de trouver le moyen de les faire peut-être dans 2-3 générations, hein, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Mais voilà des sujets importants. Donc dans tous les cas, quand vous dites prendre en compte les résultats des référendums, c'est pour construire quelque chose de nouveau derrière. Bah oui, c'est construire, c'est pas de dire... D'ailleurs, c'est pour ça aussi que quand je vous lis, vous ne dites pas qu'il faut que la Nouvelle-Calédonie reste française. Vous, ce que vous dites, c'est qu'elle doit se maintenir dans l'ensemble français. D'ailleurs, c'est marrant, cette question de sémantique. L'ensemble français, c'est apparu depuis 2 ans. Dans les débats, on entend de plus en plus cette expression-là. Mais ce débat-là... Parce que vous me dites que ce débat-là, voilà, il a lieu pas que sur la Nouvelle-Calédonie. Au niveau national, au niveau national, on a tellement de soucis. On a des soucis financiers, budgétaires, la place de la France dans l'Europe, le rayonnement international de la France, l'axe Indo-Pacifique en ce qui nous concerne. Aujourd'hui, quelle place on veut donner à nos Outre-mer quand on est français? Ça commence comme ça. Il n'y a pas de ministre de l'Outre-mer. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre ce que veut la France. Quand je dis la France, de ses Outre-mer, c'est une richesse extraordinaire qu'a la France hein, par rapport à d'autres pays. Après, le débat, c'est de savoir, il faut que la France se concentre peut-être sur ses compétences régaliennes. Elle donne les moyens. Mais qu'on soit en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, voire à Mayotte, voilà, qu'elle mette tous les moyens. Et puis qu'elle délègue peut-être aux élus locaux hein, des responsabilités parce que on ne vit pas en Guyane comme on vit en région parisienne. Je veux dire, à un moment donné, c'est tout le débat qu'on doit avoir. Donc, après, encore une fois, à nous, élus d'outre-mer, à être responsables et effectivement à ne pas dévier. Hein, et on en a parlé tout à l'heure, hein, on a vu pour les accords de Nouméa, on a eu toutes ces compétences, on nous a délégué un certain nombre de compétences, mais peut-être qu'on ne les a pas gérées au mieux, on ne les a pas pris en compte de manière importante. Peut-être un esprit jacobin qui a fait son temps, quoi. Okay. Vous parlez de faire une grande union loyaliste, notamment dans la perspective des élections provinciales, tout en précisant qu'une union, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et que vous pourriez, vous, les loyalistes, vous réunir autour d'un mot qu'on n'utilise pas assez selon vous, et ce mot, c'est autonomiste. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi vous dites qu'on ne l'utilise pas assez? Ça veut dire quoi, autonomiste? Alors pourquoi moi, je me suis souvent posé la question. Moi, je suis un autonomiste jusqu'au bout des ongles. Hein. Je vais vous en parler. Je trouve que on est à l'autre bout du monde. Je pense qu'on a tous, et puis nos prédécesseurs, ils en parlaient beaucoup. Sauf qu'on n'a jamais utilisé ce mot-là, alors que les Polynésiens l'utilisent sans problème. Parce que qui dit autonomiste, pour certains, dit indépendance derrière. Donc c'est ça, le cheminement de pensée de certains. C'est pour ça qu'ils ne l'utilisent pas. Moi, je n'ai pas peur de dire qu'on est des autonomistes. Je veux dire, on est des Calédoniens, on est français, bien sûr, mais on est Calédoniens, et on se doit
hein, de traiter le dossier au niveau local en tenant compte effectivement de nos relations avec l'Hexagone. Mais c'est un pion. Je l'ai dit un peu tout à l'heure aussi, c'est notre particularité en mode de fonctionnement. Alors je vais utiliser un mot, je ne veux pas le galvauder, mais il est réel, c'est le mode de fonctionnement océanien. Et je considère que beaucoup de Calédoniens qui vivent hein, dans la région Pacifique sont des océaniens. Je veux dire, on a un mode de vie différent de la région parisienne ou de l'Ardèche, par exemple. Donc c'est ça qui me fait dire que l'autonomie, elle doit être prise dans tous ces termes de responsabilité politique. Et voilà, aujourd'hui, plus qu'avant, je pense que, parce qu'on entend parler de projets, d'hyperprovincialisation. Aujourd'hui, alors tout le monde est sur le fédéralisme, certains, et de l'indépendance, mais à un moment donné, je veux dire, l'organisation institutionnelle, elle vient après le projet de société. Une fois qu'on aura défini notre projet de société, au-dessus, on y met les moyens financiers, mais aussi les structures qui vont bien. On le voit bien, notre millefeuille administratif aujourd'hui, il coûte énormément, donc il faut se poser la question, comme tout bon chef de projet, de savoir ce qu'on met en place comme structure, comme organisation institutionnelle pour mener à bien notre projet de société ou notre projet économique. Mais il ne faut pas prendre le problème, encore une fois, par l'autre bout. Aujourd'hui, bon, je ne suis pas indépendantiste, donc je pense que le lien avec la France, on doit le préserver pour de multiples raisons, mais je ne vais pas m'étendre là, mais je crois que c'est essentiel. D'abord, on a une culture française, il faut l'adapter hein, à l'Océanie. L'éducation, par exemple, c'est un vrai sujet, hein, il faudra aborder. Hein. Je pense qu'il faut l'adapter au niveau local. Ce n'est pas du copier-coller. On fait souvent du copier-coller, et ça ne marche pas. Hein. Enfin, on le voit aujourd'hui que ça ne peut pas marcher. Donc, on doit déjà, je pense, dans la mesure du possible, faire le point sur les compétences transférées. Est-ce qu'on est capable de les gérer et comment les adapter à un coût compatible avec nos moyens budgétaires en Nouvelle-Calédonie? Ça, c'est aussi important. Il ne faut pas continuer à tendre la main pour dire la France va continuer à financer ce qu'on a transféré. Je vais demander, il faut être des élus responsables. Donc ça c'est à définir. Deux éléments, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, il faut vraiment que l'état d'esprit des administrations françaises en général ou des cabinets évolue. Je veux dire, c'est l'état d'esprit colonial. Quand je dis ça, c'est de dire ça marche bien en France, il faut le faire en Nouvelle-Calédonie. C'est pas vrai. Il y a des moments où il faut effectivement qu'on puisse l'adapter. Et l'élément peut-être sur lequel il faut qu'on travaille sérieusement, et en tout cas avec l'État, c'est fameux axe Indo-Pacifique. Enfin bon, ça a été le président de la République nous l'a dit à Nouville en 2018, je crois. Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir comment la Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans cet axe Indo-Pacifique. Comment la Nouvelle-Calédonie fait évoluer ses relations avec les pays de la région. Australie, Nouvelle-Zélande d'abord, et ensuite les pays de l'arc mélanésien. Et c'est ça peut-être qu'il faut faire évoluer, je pense, et donner peut-être un peu plus de compétences au président du gouvernement calédonien. Là, vous évoquez directement donc, les relations extérieures, qui est une compétence dite régalienne, parmi les fameuses 5 compétences qui resteraient à... Celle-là, il faut voir, en termes d'échanges économiques, en termes d'échanges sociaux, il faut qu'on s'inscrive dans le... Vraiment... Mais ça, ce que je vous dis là, c'est valable pour les autres territoires d'outre-mer. Hein. Comment la Guadeloupe, la Martinique s'inscrit dans son océan, pareil pour... Bon, la Calédonie, puisqu'on est à l'autre bout du monde, c'est important, mais comme pour la Polynésie française, comment on donne des compétences aux responsables de ces territoires, que ce soit en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, pour assumer son intégration dans la région. Depuis tout à l'heure, vous cessez de me préciser que vous êtes autonomiste et pas indépendantiste. Est-ce que vous pourriez, parce que ça ne date pas d'hier, depuis 10 ans, on sait qu'il y a 4 voies de sortie possibles de l'accord de Nouméa. Pour reprendre le rapport officiel en 2014,
écrit par Jean Courtial et Ferdinand Mélin-Soukramanien. 4 sorties possibles selon eux. La pleine souveraineté sans partenariat, donc là on parle d'une indépendance de rupture, sans établissement d'un lien quelconque ou privilégié avec la France. La pleine souveraineté avec partenariat, donc là ça correspond à un accès à la pleine souveraineté, mais avec un lien privilégié entre le territoire devenu souverain et la France. L'autonomie étendue, donc c'est-à-dire un statut d'autonomie où le territoire serait encore plus autonome qu'il ne l'est actuellement, et l'autonomie pérennisée, c'est-à-dire le statut actuel auquel on ne changerait rien et qu'on pérenniserait dans le temps. Aujourd'hui, on entend parler de 2 principales solutions qui seraient donc soit l'autonomie étendue, soit la pleine souveraineté avec partenariat. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, moi, je serais plutôt favorable à une autonomie étendue. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le contexte, alors le contexte régional, je pense que les Calédoniens, les 270 000 ou les 250 000 Calédoniens qui vivent aujourd'hui sur le territoire, ont tout intérêt à rester accrochés à une nation comme la France. Sinon, on sait très bien, il y a la Chine qui rôde, enfin bref, il y a d'autres entités qui seront là. Donc c'est ce lien avec la France qui me paraît important. En nous laissant effectivement le maximum d'autonomie, mais de responsabilité au niveau du territoire. Et il faut, connaissant aussi la situation au niveau national, il faut que ce lien entre la Nouvelle-Calédonie et la France soit inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'au gré des majorités, on le voit à l'Assemblée nationale, les choses puissent évoluer. Bon, on a toujours l'exemple de ce qui s'est passé en Algérie, à l'indépendance de l'Algérie, avec des conventions qui ont été en fait caduques rapidement. Oui. Donc, enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas ce que je souhaite pour mes enfants, pour mes petits-enfants, enfin, pour les Calédoniens pour la suite. Mais en tout cas, ce que je dis là, je le fais en responsabilité, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est l'importance de nos concitoyens. Comment ils vont vivre mieux dans les années à venir, comment notre jeunesse vont vivre correctement. L'aspiration de l'indépendance, c'est quelque chose qui est... Du reste, les indépendantistes, ils le concrétisent différemment de ce qu'on a connu dans les années 80. Ça n'a plus la même vision aujourd'hui. Certains indépendantistes m'ont dit... Bon, c'est un message qu'on a fait passer depuis des années. Aujourd'hui, certains jeunes ne savent plus ce que ça veut dire l'indépendance. Il n'y a plus d'indépendance, c'est des interdépendances. Donc, autant garder une relation importante et soutenue avec la France plutôt que d'autres. En insistant sur effectivement notre capacité à être autonome. Parce qu'on a en Calédonie quand même une richesse extraordinaire. Je pense qu'on a de quoi construire une société économique, sociale, avec, je le dis au début de mon interview, une mosaïque culturelle importante. Donc je crois que c'est une richesse, toute cette jeunesse, toutes ces valeurs culturelles. À nous de le construire en écoutant l'autre, en faisant forcément à un moment donné, il va falloir trouver le juste milieu pour le faire aboutir. Et puis économiquement, on a du potentiel. Alors on dit... Tout le monde dit qu'il y a cette richesse du nickel, mais aujourd'hui, c'est peut-être pas la bonne solution de tout mettre l'économie sur le nickel. On a une autre richesse essentielle, c'est notre foncier. Comment on veut développer notre foncier dans l'agriculture, dans beaucoup de domaines, dans le tourisme? Je veux dire, on a des perspectives, on a un pays avec des perspectives intéressantes. Et puis tout ça, en essayant de le faire partager par tout le monde, hein, réduire les inégalités, faire participer tout le monde. On parlait tout à l'heure de la spécificité de notre corps électoral. D'ailleurs, aujourd'hui, il s'impose pour les élections provinciales, mais aussi pour l'emploi local. Qu'est-ce qu'on a fait pour l'emploi local de manière construite dans ces années? Je prends l'exemple des 400 cadres. Donc, comme d'autres, hein, j'ai eu à gérer, à manager des recrutements, des formations. Il faut savoir, avant de recruter, savoir ce dont on a besoin. Hein, ça s'appelle la gestion prévisionnelle des effectifs. Avoir des formations qualifiantes. Hein, il ne faut pas faire des formations au rabais. Mais surtout, il faudra à l'issue accompagner ces gens formés pendant quelques années pour qu'ils puissent s'intégrer hein,
au tissu. Et ça, la dernière partie, je trouve qu'elle n'a pas été très bien traitée. On peut faire le bilan, hein. Le bilan des 404, par exemple, savoir où sont passés tous ceux qu'on a formés, qu'on a recrutés, qu'on a formés. Donc voilà, un peu, c'est tous ces éléments qui me font dire qu'on a la possibilité, hein, aujourd'hui, de trouver une organisation. Alors, encore une fois, je n'utilise pas des mots, hein, hyper-provincialisation, fédéralisme, c'est pas ça. Mais c'est trouver une organisation qui puisse convenir à nos populations et qui puisse faire progresser la Calédonie et sa jeunesse en particulier. D'accord. Je vais vous poser la question sur, parce que de base, la question, c'était celle-là, hein. C'est quoi la différence entre autonomie élargie et indépendance en partenariat? Je ne parle pas d'indépendance association, et vous avez bien fait on peut sortir ce terme-là parce en plus, il a adossé un vieux titre de la Constitution qui est association, qui est totalement paternaliste et qui n'est plus du tout au goût du jour. Là, je vous parle bien de partenariat comme on peut en voir dans tellement de pays du monde, parce que c'est vrai que les micro-États ont souvent besoin d'un État-puissance pour pouvoir être protégés et pouvoir confier certaines de leurs compétences. Mais je me pose véritablement la question, parce que plus j'avance dans l'investigation, dans mes recherches, et moins je vois de différences entre les deux. J'ai l'impression qu'on joue un peu sur les mots. Exactement. Et moi, j'ai écouté votre interview du Revois, hein, par exemple. C'est vrai. C'est pour ça que moi, les mots bon, sont importants, mais il ne faut pas non plus se fixer dessus. C'est ce lien avec la France qu'il faut qu'on définisse. Alors, il peut se faire de multiples manières, hein. On a des territoires comme les îles Cook, comme d'autres. Enfin, je dirais, des situations dans le monde, il y en a énormément. Donc, essayons de nous mettre d'accord. D'abord, nous, en interne, entre Calédoniens, comment on conçoit les choses, et après, avec effectivement l'État, avec la France, pour définir. Et je suis convaincu, pour échanger depuis plus d'1 an avec mes collègues, qu'au niveau national, ils attendent qu'on se mette d'accord, nous, Calédoniens, à savoir ce qu'on veut. Et forcément, les juristes, au niveau juridique, on trouvera l'écriture qui ira bien pour concrétiser tout ça. Donc, moi, je ne veux pas utiliser des mots indépendance. Enfin, ce n'est pas les mots qui m'importent, c'est de savoir comment nos concitoyens vont vivre mieux dans les années à venir. C'est ça qui est important. Oui, moi, ce qui me préoccupe, c'est la manière dont on agite des chiffons rouges des deux côtés, et on arrive par se taper dessus, en fait. Et du coup, c'est un petit peu ça qui me travaille, parce que quand je relis le rapport de Courtial et Soukramanien, je trouve ça assez surprenant, parce qu'il a quand même 10 ans, ce rapport. C'est pas neuf, hein, ça date pas moi, je l'ai suivi, hein, j'étais élu à l'époque et je l'ai suivi. Hein. Et j'ai l'impression qu'on est passé complètement à côté, soit parce que des élus avec une tête qui passait pas la porte se l'appropriaient, et qu'ils étaient combattus par d'autres élus qui agitaient des chiffons rouges en disant « Attendez, si jamais c'est l'indépendance, déjà laquelle ?» Mais sans même le préciser, ce sera tata bisou, plus de forces armées, plus d'argent, plus de transferts, plus rien, on se barre, alors que c'était totalement impossible déjà. Et en l'occurrence, quand je relis le rapport, très clairement, c'est dit tel quel, l'autonomie étendue n'est guère éloignée de la notion d'indépendance avec partenariat, et sur un plan pratique, le résultat est à peu près le même. Ce qui changerait, ce serait que dans le cas du partenariat, la compétence initiale, la compétence de la compétence, appartiendrait aux autorités politiques de Nouvelle-Calédonie. Elle lui serait transférée, alors que dans le cas de l'autonomie étendue, cette compétence initiale demeurerait formellement à la République, mais lui serait dans les faits déléguée. Non, mais effectivement. Je ne veux pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, les juristes, ils sont capables. On a ce qu'il faut pour... j'allais dire, formaliser ce qu'on aura décidé politiquement entre Calédoniens. Les indépendantistes, et je peux les comprendre, leur objectif, il est identitaire, c'est-à-dire, voilà, une indépendance et pouvoir assouvir la chose. Après, c'est pas forcément une indépendance avec une rupture avec la France, hein, je veux dire, pour beaucoup, hein, pour la plupart d'entre eux, du reste. Hein. Donc mais c'est identitaire. Je veux dire, voilà, il nous faut l'indépendance. Aux jeunes, on leur raconte ça depuis des années. Donc pour eux, voilà, l'indépendance, c'est l'objectif à terme. Alors ça reviendra peut-être dans quelques générations, à mon avis. Mais encore une fois, la priorité, c'est de savoir comment on veut s'organiser pour satisfaire le bien de nos populations.
Parce qu'on a un potentiel extraordinaire en Nouvelle-Calédonie. Comment on peut réduire les inégalités, comment on peut faire en sorte qu'on ait le plein emploi en termes de développement qui soit partagé par tout le monde. Et derrière, on met les institutions qui vont bien, en gardant ce lien avec la France, parce qu'il est indispensable aujourd'hui, mais avec une autonomie peut-être un peu plus large que ça ne l'est aujourd'hui. Alors après, bon, les mots ils sont importants, hein, mais bon. Bah oui, parce que là, j'ai vraiment l'impression... Non, mais dans le monde, on en a des kyrielles hein, d'organisations comme ça. Hein. Mais finalement, pourquoi ça bloquerait je vais le dire autrement, enfin, je sais pas, je vous pose la question comme ça. Qu'il puisse exister une double nationalité ou un statut national particulier pour les Calédoniens qui s'adosseraient à la citoyenneté européenne et française, ça vous paraît être le bout du monde? Non, mais c'est la différence entre avoir un passeport français qui est indispensable. C'est un passeport qui nous permet de circuler partout dans le monde et il a une valeur importante. Et après, la citoyenneté, c'est de vraiment définir, encore une fois, définir ce qu'on entend par citoyenneté calédonienne. Il y aura peut-être à un moment donné un document qui va nous dire « je suis français et citoyen calédonien ». Je suis citoyen calédonien pour telle raison, telle raison, telle raison. Il faut définir le cahier des charges ou ce qu'on entend par citoyen calédonien. Donc c'est effectivement ce débat-là qu'on doit avoir à un moment donné. Hein. Après, ce sera ma dernière question, mais est-ce que finalement la difficulté, elle n'est pas tant institutionnelle, parce qu'on a bien vu, on a bien senti les résultats des élections, la voix de la société civile, c'est pas le cadre institutionnel qui est en soi indépassable. Est-ce qu'il n'est pas justement un peu identitaire? Est-ce qu'il n'est pas dans la difficulté d'aller les uns vers les autres, d'apprendre à être français et kanak, d'apprendre à être kanak et français? Est-ce que le vrai défi qui nous attend, il n'est pas dans cette question-là, qui on est? Alors, bon, je suis un petit peu, il y a beaucoup de travaux actuellement, moi j'ai vécu comme ça, je vous le disais tout à l'heure, je me considère comme je suis européen, mais océanien, parce que je vis comme ça depuis tout le temps hein, dans ce monde-là. C'est vrai que le 13 mai, il a mis un coup hein, à notre volonté de construction d'un destin commun. Mais je suis convaincu qu'on y arrivera. Donc il va falloir, les uns et les autres, trouver les bons moyens pour pouvoir essayer de corriger tout ça. On va pas se mentir, il y a une certaine notion de racisme qui est arrivée après le 13 mai. Donc, et c'est le rôle qu'on a en tant qu'élu, pas exagérer tout ça. Au contraire, il faut apaiser les choses, échanger, discuter sur le terrain, avec des indépendantistes, des non-indépendantistes, avec des gens sur les barrages. Je l'ai fait personnellement, on m'a traité d'indépendantiste, mais ce n'est pas gênant. Je veux dire, le dialogue en Calédonie, il est essentiel. Le dialogue et le consensus. Et on doit savoir se parler, s'écouter, se comprendre. Sinon, on ne pourra jamais construire les choses. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on pourra construire quelque chose en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, elle est comme ça. Je l'ai dit à un moment donné dans une interview, on m'en rit un peu au nez, c'est sur une natte sous un manguier qu'on peut peut-être mieux discuter entre Calédoniens. C'est comme ça. C'est pas au Congrès avec un micro ou devant la presse qu'on est à même de pouvoir échanger sur des sujets importants de société comme la Nouvelle-Calédonie. Donc on y arrivera. Enfin moi en tout cas je ferai tout pour ça. Parce que c'est dans l'intérêt de nos concitoyens, de notre jeunesse, et pour la suite. Merci pour toutes vos réponses, Georges Naturel. Il nous reste là 3 minutes, si vous voulez, pour adresser un message à nos concitoyens calédoniens. Quel message vous aimeriez leur adresser? Alors, arrêtons les invectives et les mots plus forts les uns que les autres. Nos concitoyens en ont assez hein, de ces discours. Il faut qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, qu'on reconnaisse nos erreurs. Moi, en tant qu'élu politique, depuis 30 ans, effectivement, je n'ai pas tout bien fait. Il y a des choses qu'il faut corriger, c'est bien ça. Je suis optimiste, en tout cas, je me battrai hein, pour qu'on puisse y arriver. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de structures d'écoute, d'échanges.
J'attends un peu d'avoir des comptes rendus de tous ces échanges, et après à nous, élus politiques, c'est notre responsabilité aujourd'hui de prendre en compte toutes ces écoutes qui ont eu lieu sur le terrain pour pouvoir construire ensemble cette société calédonienne que j'aspire de mes voeux. Parce que et la Calédonie, elle est une, je veux dire, il y a 250 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, je ne vois pas comment on peut commencer à répartir les compétences entre les uns et les autres. Je pense qu'on doit avoir l'intérêt général en priorité, qu'on soit à Bélep, à Koumak ou à l'île des Pins, ou à Lifou, ou dans l'agglomération. Je pense que c'est la société calédonienne qu'on doit construire, avec peut-être ses particularités, mais on doit avoir en perspective ce développement harmonieux de la Nouvelle-Calédonie. Georges Naturel, monsieur le sénateur, merci. Merci à vous.